Nous allons parler ce soir de religion et de liberté de religion en Israël. Ça peut paraître étonnant dans un pays où effectivement plusieurs religions cohabitent, mais on va en parler avec Shahar Ilan, notre invité. Bonsoir, merci d'être là. Vous êtes le vice-président du mouvement Chidouche qui s'occupe justement de promouvoir la liberté de religion. Qu'est-ce que ça veut dire défendre ou promouvoir la liberté de religion en Israël? Parce que c'est un pays où il y a une liberté de religion. En Israël, il y a une difficulté quand même importante dans la liberté de religion, surtout à cause des dissensions au sein du judaïsme. Il n'y a pas en Israël d'oppression des religions, mais il y a un problème complexe, pas simple, de coercition religieuse et d'une situation où une partie de ce judaïsme orthodoxe impose ses positions à la majorité laïque de ce pays. Par exemple, l'exemple le plus frappant, c'est Chidouche qui a lancé un site de la carte de liberté des mariages dans le monde, où Israël est un des 30 et quelques pays où il y a de très grandes limitations dans la liberté du contrat de mariage. C'est très problématique pour un État démocratique. C'est le seul pays occidental démocratique où il y a un vrai problème de liberté de mariage. Mais c'est vrai que le mariage civil, c'est presque un sujet tabou ici en Israël, parce que si Israël veut rester un État juif, il veut garder aussi ce mariage religieux comme ciment. Est-ce que vous comprenez aussi cette revendication du religieux par rapport au monde laïque ? La conception que le judaïsme n'est qu'une seule chose est une conception extrêmement problématique. La majorité du judaïsme mondial est composée des réformés, des conservateurs et des laïcs. Et dans une certaine mesure, quand Israël donne au grand rabbinat orthodoxe le monopole sur le contrôle du judaïsme, eh bien, elle ignore la grande majorité des juifs du monde. Par exemple, actuellement, quand on parle de la possibilité d'émigration importante de France vers Israël, les rabbins en France posent la question: est-ce qu'on va reconnaître nos conversions? Et la réponse, eh bien, c'est que c'est pas sûr. C'est totalement absurde. Enfin, pourquoi est-ce que le rabbinat israélien pourrait mieux déterminer ce qu'est le judaïsme que les rabbins du monde entier? Alors, on a vu justement qu'il y avait des polémiques parce qu'une loi a été votée en Israël pour élargir justement les conversions, permettre à des rabbins de faire des conversions partout en Israël. Ça ne plaît pas aux grands rabbins d'Israël. Ça crée des polémiques, tout cela. Ça veut dire quoi? Que les rabbins, finalement, ne se soumettent pas à la loi de la Knesset non plus? Ça, c'est un problème. Oui, il y a effectivement un vrai problème. Ce n'est pas seulement les lois de la Knesset, ce sont aussi les problèmes essentiels qui sont que le rabbinat n'accepte pas les verdicts de la Haute Cour suprême. Par exemple, la loi israélienne qui accorde au rabbinat le monopole du mot kasher. Ce n'est que le grand rabbinat qui peut dire ce qui est kasher et ce qui ne l'est pas. La Haute Cour suprême a dit qu'il ne fallait pas impliquer le respect de Shabbat ou les danses au mariage pour le droit à avoir le certificat de kasher. Or, le rabbinat ne donne pas le certificat de kashrut dans les salles de mariage où on danse, qui ne donne pas le certificat de kashrut à un restaurant ouvert le samedi. Donc, c'est très, très problématique pour la liberté individuelle. Et je dirais encore quelque chose. Il y a une tendance à considérer le rabbinat comme le symbole du judaïsme. Et Chidouche dit et répète inlassablement que le rabbinat est en fait ce qui crée le plus de haine contre le judaïsme que n'importe quelle autre organisation en Israël. Pourtant, on a l'impression, depuis quelques années, et c'est vrai que des lois ont été votées, notamment celle de Yair Lapid, qui a voulu changer un petit peu les règles du jeu vis-à-vis du monde orthodoxe. On a eu l'impression que le monde orthodoxe, le judaïsme orthodoxe, perdait un petit peu de sa force en Israël. Pour vous, c'est pas le cas? Il a encore beaucoup d'influence, trop d'influence? D'abord, disons la vérité. Il y a un élément que nous sommes sûrs de voir au gouvernement, ce sont les partis orthodoxes. Donc, en d'autres mots, une grande partie de ce que Lapid a obtenu, très certainement, risque d'être annulé dans les mois à venir. Et la vérité, c'est que Lapid dit qu'il a obtenu des résultats bien plus importants que ce qui est la réalité. Par exemple, Lapid dit qu'il a fait passer le programme obligatoire dans les écoles des orthodoxes, ce qui est essentiel pour la
la séparation de religion et l'État. C'est-à-dire que Israël finance des écoles orthodoxes où on n'enseigne pas le calcul, l'anglais, et on ne prépare pas les élèves à la vie. Alors c'est vrai que la loi est passée, mais est-ce que si Lapid n'est plus au gouvernement, ce sera appliqué? J'en doute énormément, parce que nous éduquons ici des dizaines de milliers d'enfants qui ne pourront jamais trouver de travail parce qu'ils n'ont pas été formés. Un autre exemple, et je ne suis pas sûre que la loi ne doit pas être annulée, par exemple la loi sur l'enrôlement dans l'armée obligatoire. Lapid a dit qu'il allait le faire et Netanyahou a déjà dit qu'il allait changer les sanctions civiles aux sanctions économiques. C'est pas une mauvaise idée, parce que personne n'aurait emmené en prison les élèves des yeshivas. C'était une loi complètement fictive en réalité. Est-ce qu'à votre avis, la gauche aussi, aujourd'hui, si on parle de l'Union sioniste, pourrait être tentée de gouverner avec les orthodoxes? C'est un problème qui va toucher à la fois la droite et la gauche en Israël? Est-ce que l'influence des orthodoxes pourrait aussi s'appliquer sur la gauche aujourd'hui? Ou est-ce que c'est uniquement la droite qui est sous influence des orthodoxes? Disons la vérité, il faut avouer les choses. Il faut simplement citer les orthodoxes. Les orthodoxes disent et répètent constamment la gauche est bien meilleure dans ce qui est de respecter ses engagements et ses promesses que la droite. Et la raison pour laquelle les ultra-orthodoxes font partie du bloc de droite, ce n'est pas parce que leurs politiques veulent la droite, mais le public ultra-orthodoxe est très à droite et ils ont peur de la réaction de leurs électeurs. Mais si se mettait en place un gouvernement de gauche et si la situation très particulière se crée pour la création d'un gouvernement de gauche, n'ayez aucun doute, les ultra-orthodoxes paieront bien davantage parce que la gauche ne pourrait pas construire un gouvernement sans eux, bon, bien plus que la droite. Donc, en réalité, j'ai très peur que les ultra-orthodoxes soient le seul élément certain du prochain gouvernement, et la création de tout gouvernement à l'avenir devra renoncer à ce qui a été obtenu par rapport au précédent gouvernement en ce qui concerne religion et État. Alors, je vais vous laisser remettre votre oreillette pour que vous entendiez la question, sinon vous aurez du mal à entendre. Là, je crois qu'elle est juste là. Voilà, vous allez pouvoir la remettre pour entendre. Ok, voilà, là vous allez pouvoir l'entendre. Donc, si on regarde aujourd'hui, parce que vous avez écrit beaucoup de choses justement sur les inégalités aussi que cela crée dans la société, puisque évidemment cette société orthodoxe reçoit beaucoup d'argent, beaucoup d'aide de l'État. Est-ce qu'aujourd'hui encore, c'est une situation problématique, ou est-ce que les lois quand même ont changé les choses? Alors j'espère que vous avez entendu la question. Oui, j'ai entendu la dernière question. Effectivement, la réponse, c'est que 15 ans de restrictions budgétaires ont créé une situation meilleure. C'est-à-dire que le vrai problème, plus que l'égalité, c'est le problème des répartitions de budgets spéciaux aux ultra-orthodoxes qui crée une situation où il ne vaut pas la peine pour un élève de yeshiva, d'école rabbinique, d'aller travailler. Donc en fait, notre société, est la seule dans le monde et la seule dans l'histoire humaine où la majorité des hommes étudient et ne travaillent pas. On peut dire que c'est très impressionnant intellectuellement, mais c'est une situation où ils ne peuvent pas s'entretenir eux-mêmes économiquement, et donc il y a un effort national pour changer cette situation, pour que ces hommes ultra-orthodoxes travaillent, parce que sinon l'économie israélienne risque d'être vraiment tout à fait freinée. Et puis il y a eu des améliorations certainement pendant le dernier gouvernement, et ce n'est pas par hasard, parce que la chose la plus facile à faire, c'est quand il faut couper des budgets. Mais ces changements, certainement, vont être annulés. Donc la première chose qui risque d'arriver lors du prochain gouvernement, c'est qu'une grande partie des budgets qui ont été coupés vont être rendus aux élèves des écoles rabbiniques, les yeshivas, et il faudra à nouveau refaire des efforts pour essayer de faire travailler ces ultra-orthodoxes. Il nous reste très peu de temps, mais d'après les sondages, on voit bien que les partis qui sont divisés maintenant, les partis orthodoxes, vont avoir peut-être un peu moins de succès qu'avant. Vous avez l'impression qu'ils ont moins de poids politique qu'avant ou pas? Non. Je crois que cela dépend beaucoup de la question quel gouvernement Netanyahou voudra mettre en place. S'il veut un gouvernement de droite, peu importe s'ils ont 16 ou 20 mandats, ils auront une force très importante au sein du gouvernement.
Merci beaucoup, Shahar Ilan. Je rappelle donc que vous êtes le vice-président de Hidouche, le mouvement pour la liberté de religion en Israël. Vous étiez notre invité. Merci.